Ah, bonjour bonjour à tous. Euh, donc je suis encore Tegal, je suis heureux de vous accueillir en tant que modérateur de la conférence. Traduire les référentiels agiles, retour d'expérience, qui va être animé par Laurent Thomas, qui est un expert en conduite de projet. Je vous rappelle que cette session sera enregistrée dans son intégralité, incluant vos questions ainsi que leurs réponses. Donc, que vos micros sont coupés durant la présentation. Vous posez des questions en utilisant la section questions-réponses de l'outil. Euh, la présentation de Laurent va durer une quarantaine de minutes et euh, tu- nous aurons une session de 10 minutes. Alors, vous avez la discussion, le chat qui est actif. Vous pouvez échanger. Vous avez les questions et réponses d'un côté et la discussion de l'autre dans l'outil. Laurent, je te passe la parole. Démarrer ta conférence. Merci beaucoup, Franck. Donc, bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette présentation, c'est de parler de la façon dont on traduit aujourd'hui les référentiels agiles, en l'occurrence en français, et plus particulièrement comment le PMI organise les traductions. Ce sera aussi l'occasion pour moi de faire quelques discussions autour de l'utilisation de la terminologie agile et des difficultés que cette utilisation terminologique peut amener dans la transition de l'agilité. Donc, tout d'abord, merci à nos partenaires. Nous avons un partenaire platine, donc le PMI France. Merci beaucoup au chapitre France du PMI. Des partenaires or, Michelin, SQLI, Praxis et ZenValue, que nous remercions aussi, bien sûr. Et des partenaires argent. Je vous incite vraiment à aller voir les différents stands, à discuter avec toutes ces personnes et trouver quel est le stand qui vous permettra de gagner euh, une formation gratuite également. Donc, bonne chasse à la formation. Au programme de cette présentation, tout d'abord, bien sûr, une petite présentation de l'orateur. Pourquoi est-ce que je suis légitime pour faire cette présentation? Ensuite, je donnerai quelques indications sur la raison pour laquelle on doit traduire les divers référentiels et surtout ensuite comment les traduire. On verra qu'effectivement, il existe plusieurs façons d'aborder les problématiques de la traduction et en l'occurrence pour les documents comme ceux du PMI, il y a aussi une façon un petit peu particulière de les aborder. Je parlerai aussi dans une grosse partie de la présentation des mots qui sont utilisés dans l'approche agile du développement de produits et des confusions, contresens qui peuvent être la conséquence d'une utilisation de termes non appropriés. Et puis je terminerai bien sûr par une conclusion et quelques mots de bibliographie qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin que ce que j'aurais pu présenter dans la journée. N'hésitez pas aussi à vous poser la question que je mets ici en avant-plan sur cette planche, à savoir comment traduiriez-vous le texte suivant. Voilà, donc je vous laisse le regarder quelques secondes et puis on reverra en fin de présentation quels sont vos commentaires sur ce texte anglais à traduire en français. Bien, ben, donc tout d'abord, qui suis-je? Donc, je suis de formation informatique. J'ai 35 ans d'expérience dans le développement logiciel. J'ai travaillé en tant que développeur, architecte, chef de projet, directeur de projet, aussi bien dans l'industrie lourde que dans la finance. Et aujourd'hui, j'accompagne une institution financière dans sa transition agile. Je suis l'un des 12 co-auteurs du PMBOK 7, euh, donc, qui a été publié en 2021. J'ai bien évidemment quelques certifications en gestion de projet. Alors, je vous présente celles qui aujourd'hui auront un sens par rapport au sujet que je vais développer, à savoir les problématiques de traduction des divers référentiels. Alors, j'ai participé aux traductions d'un certain nombre d'ouvrages du PMI. Donc, non seulement j'ai écrit en partie, enfin, j'ai participé à la rédaction du PMBOK 7 en anglais, mais j'ai aussi participé à la traduction ensuite en français de ce même PMBOK 7. Donc, c'est un petit peu une attitude schizophrénique, hein, puisque j'ai retrouvé effectivement du texte que j'avais écrit en anglais, que je devais retraduire
en français. C'était assez amusant d'essayer de voir s'il y avait une correspondance entre ce que j'avais naturellement pensé initialement et la façon dont je l'exprimais ensuite en français. Mes activités de traduction pour le PMI ont commencé en 2017 avec la traduction du guide pratique des méthodes agiles. C'est en fait à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser effectivement aux problématiques de traduction des référentiels. J'ai également participé dernièrement aux traductions de Choose Your Move, donc le fameux document ou livre Discipline Agile, et le nouveau livre qui est paru il n'y a pas longtemps sur les groupes de processus, guide pratique, sachant que ces deux derniers ouvrages ne sont pas encore officiellement disponibles sur le site du PMI. Je travaille également sur les traductions d'un certain nombre de documents du référentiel SEC, donc entre autres toutes les formations qui sont aujourd'hui disponibles en français. Et enfin, j'ai avec Claudine Blanquier, Céline Calvi et Frédéric Martin participé à l'écriture d'un petit document autour de Discipline Agile. Alors je suis très fier, comme mes trois autres collègues, de ce petit document qui ne révolutionne absolument pas la présentation de Discipline Agile, mais qui a l'honneur d'être le seul document non anglophone sur le site de Discipline Agile du PMI. Donc c'est quelque chose effectivement dont nous sommes très, très contents. Vous aurez l'occasion, vous pouvez aller le télécharger, il est dans la partie ressources du site Discipline Agile. Alors, premièrement, pourquoi cherche-t-on finalement à traduire les référentiels, qu'ils soient agiles ou autres d'ailleurs, ne peut-on pas se contenter d'avoir les documents d'origine dans leur langue d'origine? Alors, en fait, pour chacun de mes transparents, vous allez voir que le titre est une citation qui essaye de mettre en relief ce que je veux exprimer par le transparent. Ce qu'il faut bien voir aujourd'hui dans les approches agiles, notamment, hein, c'est que ce sont effectivement des approches qui sont généralement d'origine anglo-saxonne. Il est surprenant d'ailleurs de voir que l'école française de génie logiciel est très faiblement représentée, on va dire, dans les initiatives autour de la définition des approches agiles. Et donc, la plupart des termes qui nous arrivent pour décrire ces référentiels sont des termes anglophones. Alors, il existe aussi une autre branche, on va dire, qui va impacter l'agilité, c'est l'approche plus lean, donc en l'occurrence japonaise. Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'en français, on utilise le terme anglophone lean pour décrire ce qui est à l'origine japonais. Alors, si on regarde ces termes qui sont utilisés de manière générale dans ces approches, que ce soit agile ou lean, on voit que les termes qui sont utilisés ont parfois des significations, des interprétations pour notre monde francophone un peu spécial, un petit peu bizarre. Si je prends le terme de product owner, par exemple, eh bien, on peut constater qu'aujourd'hui, la personne qui a ce rôle est rarement le véritable propriétaire du produit. En général, c'est l'entreprise pour laquelle il travaille dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, le fameux product owner est essentiellement un analyste métier à qui on a affublé ce nouveau terme pour lui dire maintenant tu fais de l'agile mon coco. Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on a un nouveau nom ou sur ta casquette, on a les responsabilités qui sont associées véritablement à ce rôle. Donc l'utilisation du terme product owner finalement est un moyen déguisé de cacher le fait qu'on n'attribue pas à la personne les véritables responsabilités qui sont attendues par tel ou tel référentiel agile. Idem, si vous regardez cette fois-là en japonais, le terme Jidoka, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, ça ne rappelle strictement rien dans un monde francophone. Et vous ne voyez, sauf si vous parlez japonais, ce qui est relativement rare en France, vous ne voyez pas quel est le jeu de mots dans le terme Jidoka. Alors, il y a également l'occasion de revenir dessus. J'essaierai de vous expliquer ce qu'il y a derrière le jeu de mots Jidoka. Donc, le résultat, en fait, de l'utilisation de cette terminologie non francophone va être une source au mieux d'incompréhension et parfois carrément de contresens. Elle va notamment gêner l'adoption de la démarche agile à l'extérieur du monde restreint, petit, confiné des spécialistes de l'agilité.
Quand vous allez en tant que coach agile aller voir une équipe et que vous allez leur dire: «Eh ben, les gars, on va faire un sprint», bah, je suis désolé, quand vous avez en face de vous des gens qui ont 25 ans d'expérience, ils savent très bien que le développement logiciel, c'est pas 50 sprints à la suite, c'est un véritable marathon. Donc parler d'itération, comme la plupart d'ailleurs des référentiels anglo-saxons, hormis ceux qui sont basés sur Scrum, qui parlent d'itération, c'est mieux que de parler de sprint. Donc les mots ici ont un sens et vont impliquer, suivant le fait que vous utilisez, un certain comportement chez votre interlocuteur. N'oubliez pas que le manifeste parle de rythme soutenable, hein. Ça me rappelle d'ailleurs une petite anecdote que j'avais eue avec un chef de service il y a quelques années, à qui je présentais naïvement cette notion d'itération et de rythme qui devait effectivement permettre à chacun dans le temps faire ce développement produit, en l'occurrence d'un logiciel, mais sans être. Et il me disait: «Non, mais c'est pas du tout ce que dit le manifeste agile, hein, moi je l'ai lu, hein. Il y a écrit qu'il faut avoir un rythme soutenu». Et effectivement, il y avait écrit «sustainable pace» et la personne ne comprenait pas le terme «sustainable» et il avait traduit par «soutenu» au lieu de «soutenable». Pourquoi? Parce que dans sa croyance, dans son interprétation de l'agilité, on allait plus vite et donc il fallait avoir un véritable rythme soutenu. Heu et évidemment, c'est absolument pas ce que dit la démarche agile. On parle bien de rythme soutenable. Donc utiliser ce vocabulaire, sans, avoir une réelle compréhension de la langue d'origine va conduire effectivement à des contresens. Un autre exemple de contresens, lors d'une conférence internationale à laquelle j'avais assisté, l'orateur, alors c'était déjà il y a quelques années, donc c'était le début de l'agilité, nous parlait de documentation. Il fallait arrêter d'avoir une documentation compréhensible, mais plutôt d'avoir un logiciel opérationnel. Évidemment, il y avait un contresens total sur le Fusami Comprehensive, qui ne veut pas dire compréhensible, mais bien exhaustif. Vous voyez que simplement le fait que les gens ne maîtrisent pas la langue d'origine, et c'était le cas de la plupart d'entre nous, va conduire à des interprétations qui sont erronées. D'autres difficultés qui peuvent être le résultat de l'utilisation de ce vocabulaire, c'est de dresser une barrière entre vous et votre interlocuteur. Lorsque vous allez voir une personne, entre guillemets, du métier, vous n'avez pas nécessairement quelqu'un qui parle la langue anglaise parfaitement et vous êtes simplement en train de lui dire, en parlant avec cette terminologie très spécifique, vous êtes en train de dresser une barrière et en fait de pousser cette personne à devenir réfractaire au message que vous voulez lui transmettre. Donc parmi aussi les expressions que l'on peut retrouver régulièrement, bah, c'est l'histoire du fameux coach agile. Bah, je suis désolé, moi les coachs que j'ai vus sont rarement des disciples des personnes qui savent faire du yoga. Alors effectivement, en anglais, on parle de agile coach parce qu'il n'y a pas de différence entre la forme adjectivale et la forme de complément de nom, mais en français, on fait la différence et le coach n'est pas agile. En français, hein, c'est un coach en agilité. Ouais. Alors personnellement, faisant plus de 100 kilos, je peux vous assurer que effectivement, je ne suis pas très agile. Donc si on revient à la raison d'être finalement de la traduction, c'est bien de réussir à rendre un sens à un message qui est donné dans une langue de départ vers une langue d'arrivée, sachant que il ne s'agit pas de traduire mot à mot, hein. On rend un sens à travers des expressions qui sont compréhensibles par le locuteur de la langue cible. Donc la première fonction, on va dire, de la traduction, elle est d'ordre pratique, c'est d'apporter au lecteur dans son ensemble de compréhension, dans la façon dont il gère son monde, le texte qui a été écrit dans une autre langue que la sienne. Alors ça concerne non seulement les gens qui ne parlent pas ou peu la langue de départ, mais en fait tout un chacun, car personne ne maîtrise complètement la langue de départ. Par contre, il faut bien comprendre que dans une traduction, il n'y a pas de notion de traduction neutre, de traduction transparente, c'est-à-dire une traduction qui serait réellement ce qu'exprime le message de départ. Il y a toujours finalement une trahison dans la traduction. Alors les Italiens disent traduttore traditore,
traduire, c'est forcément trahir. On a également l'équivalent en allemand, vers Übersetzt der Untersetzt, c'est-à-dire qui traduit réduit. Il faut bien avoir toujours cette idée en tête que même s'il est nécessaire de faire des traductions, nécessairement la traduction n'est pas le miroir de ce qui a été initialement écrit par l'écrivain initial dans la langue de départ. Et aussi est important lorsque l'on fait cet effort de traduction, c'est bien de comprendre que une langue, c'est pas simplement un système de mots. Une langue, c'est aussi une vision du monde, hein, et ce Weltansicht germanique, qui véhicule aussi une philosophie des valeurs. Et aujourd'hui, la langue dominante, donc c'est l'anglais. Eh bien, lorsque vous utilisez des termes anglais, quelque part, vous adoptez ces termes et vous adoptez également, même d'ailleurs sans le vouloir, hein, à votre corps défendant, une certaine façon de voir le monde, une certaine philosophie. Le Wittgenstein l'avait très bien exprimé au début du XXe siècle, hein, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Les frontières de ma langue construisent les frontières de mon monde. Ce que je ne peux pas dire par des mots, je ne peux pas le concevoir. Et bien souvent, je m'aperçois qu'effectivement, lorsque j'essaye de creuser un terme utilisé par un coach qui vient, par exemple, candidater sur un poste dans mon entreprise, et qui utilise ces termes anglo-saxons, lorsque j'essaie de lui faire expliquer ce qu'il y a derrière ce terme, ben, en fait, il n'y a pas grand-chose qu'il est en état de m'expliquer. On voit bien qu'il a acquis le terme, mais c'est juste une suite de phonèmes, pas derrière la signification. Je voulais également donner quelques petites citations autour de cet aspect particulier de la langue. Par exemple, une de M. Viktor Klemperer, qui était un linguiste allemand durant la Seconde Guerre mondiale et qui a examiné de façon très précise comment le Troisième Reich a utilisé la langue, en fait, pour amener les personnes à penser ce qui aurait été innommable ou impensable quelque temps auparavant. Donc, l'euphémisation fait partie de ces techniques. Plutôt que de parler effectivement d'extermination de telle ou telle catégorie de personnes, on va parler de solution finale, n'est-ce pas? Donc, c'est une forme qui permet de faire passer des messages qui sont inacceptables. Et d'une certaine manière, sans aller évidemment jusqu'à ce degré d'ignominie, l'utilisation de termes que l'on ne maîtrise pas et qui ne font pas partie du domaine initial du locuteur est une façon de corrompre la pensée de la personne à qui vous allez parler. C'est ce que dit aussi très bien George Orwell, le fameux auteur de 1984, La ferme des animaux, etc. La pensée corrompt le langage, mais le langage peut aussi corrompre la pensée. Et la corrélation entre l'esprit et le langage permet de manipuler la pensée en manipulant la langue. Posez-vous aussi la question de savoir pourquoi est-ce que vous utilisez autant de termes anglais lorsque vous parlez avec des gens que vous êtes en train de coacher ou d'aider ou de mentorer, etc. D'autres façons également d'exprimer la même chose, c'est l'hypothèse de Sapir-Whorf, par exemple, qui dit que la façon dont on perçoit le monde dépend du langage, il conditionne ce que l'on peut penser. Hein, les mots, quand vous n'avez pas le mot, vous n'avez pas la capacité de le penser. Si vous prenez un ethnologue comme Lévi-Strauss, il explique par exemple aussi que certains peuples n'ont pas de notion de cuite, hein, ils ne mangent pas de nourriture cuite, mais s'ils n'ont pas de mots cuits, ils n'ont pas non plus de mots crus. Et vous voyez donc cette façon de vivre, la façon d'être, la façon de dire va impliquer les mots que vous êtes capable de dire vont être capables de guider dans votre façon d'exister. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours, évidemment, tout traduire. Il y a des mots qui peuvent être directement utilisés, notamment lorsque l'emprunt, hein, on parle d'emprunt à ce moment-là, il n'y a pas d'équivalent dans la langue cible. Par exemple, ici, on a samovar qui va venir effectivement du russe, le bonsaï qui va venir du japonais, la redingote qui vient de l'anglais. D'ailleurs, à propos de redingote, il s'agit d'une forme francisée d'un terme anglais qui est riding coat, qui est le vêtement que l'on met lorsqu'on fait du cheval. Aujourd'hui, la redingote en français, c'est essentiellement le vêtement que l'on met lors des cérémonies.
Or, les Anglais, pour les événements, pour les cérémonies, parlent en fait de frac, coat, euh, et pas du tout de redingote. Donc, c'est ce transfert, cet emprunt aussi n'est pas nécessairement une équivalence en termes de signifiant. Ou encore le terme bungalow, qui est un terme hindi, qui n'a pas d'équivalent en français, donc il est tout à fait légitime d'utiliser ces termes-là euh, directement en français. Par contre, lorsqu'on est dans une démarche agile, en fait, il n'y a pas de raison d'utiliser des termes anglais là où il existe déjà des termes français qui vont très bien expliquer le message que l'on cherche à faire passer. Je dirais que pour terminer cette partie de pourquoi traduire, c'est que, en fait, la corruption du langage, c'est le trait distinctif du totalitarisme. Donc, parlons maintenant un petit peu de la façon dont on va traduire. La langue évolue, c'est souvent la chose que l'on dit, ah ben oui, pourquoi est-ce qu'on se casse la tête à essayer de traduire? De toute façon, la langue évolue. Bah oui, c'est vrai, la langue évolue, mais le cancer aussi. Ce qui évolue n'est pas nécessairement positif. Si on prend un exemple de complexification de la langue qui résulte de l'utilisation directe d'un terme anglo-saxon, prenons l'exemple du mot live. Plutôt que de dire être en direct, hein, on est alors pire encore en direct live. Très bien, donc vous êtes en train d'apprendre à écrire à vos enfants, vous leur expliquez que la lettre I fait le son I, et puis bah, vous allez écrire IVE, et bien évidemment, votre enfant va dire live. Ben non, bah non, c'est une expression. En fait, il faut dire live. Et on est en train de complexifier la langue pour des raisons qui n'en sont pas, en fait. On peut très bien dire qu'on est en direct, comme en ce moment, plutôt que de dire que l'on est en ligne. Alors, la traduction, ensuite, elle est plus ou moins compliquée, plus ou moins précise en fonction du domaine d'application. Lorsqu'on va faire de la traduction de romans, de poèmes, on est dans la traduction littéraire, c'est un véritable métier. Ce n'est pas du tout mon métier, donc je ne fais absolument pas de traduction littéraire. À l'autre extrémité, on a également l'interprétation qui est la traduction en direct, qui demande aussi un cerveau très particulier pour être capable d'un côté d'écouter ce qui est en train d'être dit et de l'autre côté, avec retard, de le traduire. Nous, dans la partie des traductions, on parle de traduction informative. Vous savez, c'est les petites étiquettes que l'on trouve dans les petits guides que l'on trouve lorsque vous achetez un objet fait en Chine, par exemple, et qui est parfois très amusant, totalement incompréhensible. Là, on est vraiment sur de l'exigence purement informative. On veut que la traduction exprime l'idée qu'il y avait initialement, mais dans la sphère philosophique compréhensible par le locuteur, par la personne qui reçoit le message. Donc en traduction informative, on ne va pas chercher à faire de l'esthétique, hein. On va d'abord et avant tout chercher à être clair, à être rigoureux et à respecter les règles les plus simples de la grammaire. J'ai mis en titre, en sous-titre de de ce transparent, hein, la mort de cet homme que tu as tant désiré. L'absence ou la présence du E final change complètement la signification de la phrase. Alors, on peut regretter que ce soit compliqué à le comprendre. Néanmoins, c'est toute la richesse d'une langue que de permettre ce genre de petites blagues, on va dire. Euh, Comment fait-on donc pour faire de la traduction informative? La première règle, c'est d'abord d'être compétent dans le domaine qui est celui dans lequel on traduit le texte d'origine. Par exemple, quand vous rencontrez le terme free, s'agit-il de libre ou de gratuit? Si on est dans un document qui parle de logiciel, comme dans Free Software, ben là, il va falloir traduire par logiciel libre, bien sûr. Mais ça n'est possible que si, en tant que traducteur, vous avez un minimum de compétences dans le domaine de la traduction. Il faut également, bien sûr, maîtriser le vocabulaire de la langue cible. Par exemple, en anglais, vous allez rencontrer très souvent le terme methodology, qui par calque est malheureusement traduit souvent par méthodologie. Or, en français, la méthodologie, c'est l'art, la science, c'est l'étude des méthodes.
Et donc, la plupart du temps, le terme méthodologie, en fait, doit être traduit par méthode, voire pratique, voire technique. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est particulièrement frappant dans les termes, dans les textes anglo-saxons. On a une inflation de la terminologie utilisée par les Anglais. Et un des rôles des traducteurs, c'est de ramener à sa juste valeur le terme dans la langue cible, en l'occurrence en français. Vous pouvez aussi, si vous êtes aventureux, créer des néologismes. Donc, par exemple, computer était devenu ordinateur, software était devenu logiciel. Et puis, une chose que moi j'aime beaucoup utiliser dans les traductions, c'est réutiliser des mots existants, mais qui décrivent mieux, finalement, ce qu'il y a derrière ce terme. Donc, par exemple, le terme browser peut être plus euh, efficacement traduit par navigateur lorsqu'on veut faire, lorsqu'on veut insister sur le fait que vous allez parcourir les pages, lire les pages, suivre un cheminement, ou bien par le terme, par exemple, de butineur lorsqu'il s'agit simplement de décrire le parcours presque aléatoire de la personne qui va aller de page en page, aller un petit peu à gauche, revenir, reprendre un petit peu de miel là, etc. Donc, on a dans ce travail de traduction à la fois un aspect très formel, prendre en compte le contexte, et puis aussi une capacité de création, d'innovation qui est particulièrement plaisante. Alors, comment ça se passe chez le PMI pour faire ces traductions? Je vais vous expliquer ça en quelques mots. En fait, les traducteurs, donc on est en général 3 ou 4 personnes par langue cible, et nous nous réunissons pendant une période fixe, en général 4 jours, donc les vendredis, samedi, dimanche, lundi. En général, il y a toujours un week-end. Et on se réunit avec d'autres personnes, d'autres langues cibles, avec le même texte de départ. Nous avons chacun notre ordinateur portable, et nous avons un grand écran de manière à ce que les travaux que chacun est en train de faire soient visibles par tous. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une photo d'une rencontre que l'on avait chez à Vienne lors de la traduction de l'ouvrage Choose Your Route. Alors, comment ça se passe sur l'ordinateur personnel de chacun d'entre nous? En fait, le texte est décomposé phrase à phrase. Chaque ligne représente une phrase. Vous avez dans la colonne la plus à gauche un index qui permettra ensuite à l'outil de reconstruire le document cible à partir de ce numéro. Le texte d'origine dans la deuxième colonne, donc en anglais ici, et dans la troisième colonne, la proposition de la traduction par l'organisme officiel de traduction. Il n'est pas nécessairement des spécialistes du domaine, mais qui parlent évidemment très bien le français. Et ensuite, chacun des traducteurs, chacun des 3 personnes ou 4 personnes présentes durant ce grand week-end de 4 jours va proposer des modifications à ces traductions en prenant en compte les compétences particulières qu'il a sur le domaine du document qui est traduit. Je vais vous donner ensuite quelques exemples autour des traductions ou des modifications que l'on peut être amené à faire. Donc, vous voyez qu'on travaille en mode révision, ce qui simplifie le travail ensuite pour l'équipe de traduction. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous avez tout d'abord dans la première ligne l'idée que la traduction officielle a traduit prioritizing, compliqué à lire, par hiérarchiser. Alors effectivement, c'est pas mal d'avoir parlé de hiérarchiser, parce que la traduction classique que l'on trouve en français, c'est prioriser. Sauf qu'en l'occurrence, prioriser n'existe pas en français. Mais d'un point de vue du concept qui est derrière la phrase en anglais, il ne s'agit pas du tout de hiérarchiser des dépendances, mais bien en fait de donner des priorités aux divers travaux. Donc, on va revenir à la notion de priorité, mais en utilisant l'expression française correcte, qui est en l'occurrence affecter une priorité. D'autre part, les priorités ne sont pas données aux dépendances, mais ce sont des travaux qui sont donnés au développement qu'il y a à faire. Hein. Et vous voyez aussi une erreur qui est classique, qui est de traduire deliver par livrer. Ici, l'idée
de la personne qui a écrit en anglais le texte initial, c'est pas de dire que les priorités doivent être données sur les travaux de livraison, mais c'est sur les travaux de développement. Donc, il faut faire attention aussi à ce terme dans les traductions. Parfois, deliver veut dire simplement développement. Parfois, ça veut dire développement et livraison. Et parfois, effectivement, ça veut bien dire livraison. Mais ça veut dire que le traducteur doit être capable d'interpréter l'idée initiale de la personne pour effectivement lui donner la bonne traduction. D'où un autre exemple ici. Donc, un exemple qui correspond à la ligne Potential Practices Strategies, etc., qui n'était pas du tout traduite. Et vous voyez qu'en anglais, on utilise donc Practices et Strategies. Mais là, en l'occurrence, les strategies n'ont absolument pas à voir avec la notion de stratégie en français. Il s'agit tout simplement de technique. On est dans le même mécanisme d'enflure terminologique, de méthodologie plutôt que méthode. Là, il faut faire attention, on est bien dans l'application de techniques et de pratiques, et pas de stratégie. Nous avons aussi choisi d'orienter ou de modifier légèrement la traduction de Goal Diagram, qui existe donc en DA, c'est un terme spécifique DA, en diagramme d'atteinte des objectifs, afin de bien préciser que le diagramme lui-même n'est pas un diagramme qui précise un objectif, mais qui précise comment est-ce qu'on va atteindre les objectifs qui sont attendus par ou décrits par ce diagramme. Donc, on permet ici au lecteur francophone d'avoir une meilleure compréhension du sens qui est donné par le terme de goal diagram en anglais. Enfin, dans la dernière ligne, vous avez un contresens qui a été fait par l'équipe de traduction. Là, en l'occurrence, on est en train de parler des cycles de vie. Et le traducteur a indiqué que le cycle de vie classe les activités. Ça ne veut strictement rien dire. Il n'y a pas de catégorisation, il n'y a pas de construction d'un diagramme de Venn des diverses activités dans un cycle de vie. Il y a bien en fait un ordonnancement des activités, et donc on a remis le terme ordonné plutôt que classé. C'est un exemple de contresens qui pourrait vraiment prêter à confusion si vous le lisez en français non corrigé, on va dire. Et d'autre part, ça permet de préciser, si vous lisez directement en anglais, la signification vraiment réelle qu'il y a derrière cette phrase. Donc, de manière générale, on a deux axes de travaux lorsqu'on fait ces vérifications de traduction par l'équipe officielle de traduction. La première, c'est de rejeter l'anglolet, c'est-à-dire l'imitation de la langue du maître par les autocolonisés, dans sa définition du terme anglolet. Donc, par exemple, on ne dit pas prioriser, mais affecter ou donner une priorité. On ne dit pas digital, on ne parle pas, c'est digital en français, c'est ce qui a trait aux doigts. Je vous rappelle, il existe deux métiers digitaux, pianiste et proctologue. Choisis ton camp, camarade. En français, digital, lorsqu'on l'anglais dit digital, en français, on doit dire numérique. On a également les erreurs classiques, purement grammaticales, on va dire être en charge de, qui est la copie conforme de to be in charge of, qui en fait en français se dit être chargé de, je suis chargé de, non pas je suis en charge de. La notion alternative, en français, alternative, c'est en fait une solution de remplacement. Vous avez déjà deux choix. Vous avez deux choix, simplement. Vous avez déjà le terme alter en français dans alternative qui n'a pas été pris en compte par l'anglais. Donc en français, on ne dira pas une alternative, mais on dira une solution de remplacement. Le fameux deliver qui est traduit régulièrement par délivrer, non, c'est bien développer et livrer, parfois développer seul ou parfois simplement livrer. Alors, le fameux planning que l'on traduit par échéancier, ce qui permet d'éviter également un certain nombre de non-compréhensions autour de ce qu'est un plan. Je vous invite à relire le PMBOK 7, 6, 5, 4, etc. Toutes les notions de plan, de projet, plan de communication, etc., ce ne sont pas des échéanciers. L'échéancier, c'est un terme bien précis qui fait référence à un objet bien précis qui n'est pas un planning. Donc voilà, on préfère utiliser le terme échéancier lorsque on va trouver planning en anglais,
plutôt que le terme anglais, plutôt que le terme planning en français, qui pourrait faire penser qu'un planning, c'est simplement un diagramme de Gantt. Deuxième obstacle que l'on recherche à repousser, c'est langue globale, c'est-à-dire la langue hégémonique qui englobe une autre, la parésie. C'est s'y substitue le fameux fake news. Je vous rappelle qu'en français, il existe les contre-vérités, les bobards, ou bien un néologisme infox, qui est le mélange d'intox et d'information, qui moi, me paraît tout à fait intéressant et compréhensif. Le fameux live dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ne se lit pas comme il s'écrit, et donc qui est aussi une source de difficulté pour les apprenants. Retransmission en direct aussi marche pas bien. Backlog, si on veut être plus sur les aspects agiles, qui n'a aucun sens en français, qui ne donne aucune image à la personne qui l'entend. Parler de banette, par contre, ça, il va bien voir effectivement, c'est ce petit outil dans lequel les documents papier finissent par s'empiler. Spike, qu'est-ce que ça veut dire Spike? Non, c'est une expérimentation, une itération d'expérimentation. Donc là, vous vous mettez au niveau de votre interlocuteur en utilisant tout simplement une langue qui est compréhensible par lui. Il n'a pas le sentiment d'être soit un imbécile, soit pire encore. Sur cet aspect-là aussi, je vais en profiter pour vous rappeler, ou probablement plutôt vous donner une information. Vous vous souvenez sans doute du fameux rapport McKinsey qui avait été présenté juste avant les élections présidentielles, qui depuis a disparu des radars, qui avait pour objectif de regarder les influences des cabinets de conseil sur les politiques publiques. Eh bien, dans ce document, il y avait parmi toutes les propositions, une proposition qui concernait l'utilisation effectivement du français, et qui était écrite comme suit: les administrations doivent s'assurer contractuellement que les cabinets de conseil auxquels elles recourent respectent l'emploi de termes français tout au long de leur mission et notamment de leurs livrables. Le non-respect de ces exigences pourrait être considéré comme un manquement au contrat. Donc, c'est effectivement une proposition qui est très forte. Alors, je vous rassure, elle ne passera jamais, mais si elle existe, c'est qu'effectivement, les enquêteurs, enfin, c'est les personnes qui ont rédigé ce rapport, ont constaté que l'utilisation de termes non francophones dans le monde global de l'entreprise, notamment par l'intermédiaire des coachs qui venaient donner la bonne parole et conduire une transition agile, par exemple, était une des causes au rejet de cette démarche de transition. Alors, quelques mots également pour vous aider peut-être à parler plus français dans le texte lorsqu'on fait de l'agilité. Prenons le terme démonstration, qui est évidemment très, très utilisé. Bon, je suis désolé, moi qui ai une culture mathématique, le terme démonstration, ça a un sens très fort. C'est axiome, théorème, démonstration, etc. En fait, dans une démonstration, vous ne démontrez strictement rien. Vous montrez éventuellement que le produit que vous avez fait durant l'itération, l'incrément, répond aux critères d'acceptation qui ont été définis par l'utilisateur ou l'analyste métier. Vous lui montrez sur quelques cas particuliers. Vous n'avez strictement rien démontré. En fait, lorsque vous dites démonstration, quelque part, vous mentez à votre utilisateur en lui faisant croire que parce qu'il a vu qu'effectivement, que lorsqu'il tapait 4 dans le champ 1, ça sortait 8 dans le champ 2, votre produit était parfaitement conforme à ses besoins. Ça n'est pas le cas. Le fameux Product Owner, alors j'aurais pu prendre l'exemple de Scrum Master. Je suis désolé, mais après avoir fait une formation de 2 jours, m'intituler comme étant le maître de Scrum ou d'une démarche agile X ou Y, quelle qu'elle soit, devant quelqu'un qui a 20, 25 ans de bouteilles en développement de logiciel, il faut arrêter de déconner. Vous n'êtes le maître de rien. Product Owner, pas plus, vous n'êtes pas le propriétaire du produit. Alors, éventuellement, vous pouvez être un référent fonctionnel, vous êtes un analyste métier, pourquoi pas, mais certainement pas le propriétaire du produit. Et quand vous êtes X Master, vous n'êtes pas le maître de quelque chose, ou mieux, vous êtes un référent agile. Le fameux daily stand-up. Alors, ça, c'est là aussi, il était pas mal. Quand je vais voir certaines équipes, je leur dis, OK, donc, collaborer régulièrement. Oui, oui, on fait un daily stand-up. Ah oui, vous faites ça, donc vers quelle heure? Oh, on fait ça une fois par semaine.
Ah, vous faites un daily une fois par semaine. OK. Voilà. Donc, il y a un moment donné où les termes qui sont utilisés n'ont plus du tout de sens. Si vous faites réellement ce rituel qui ne doit pas être un compte rendu au chef, comme il est malheureusement encore souvent le cas, parler de points réguliers de synchronisation. Vous allez voir, les gens vont brusquement comprendre que, un, c'est pas nécessairement tous les jours. Deux, il faut que ce soit quand même fait de manière régulière et pas quand j'ai envie. Et enfin, c'est pas un moment où je fais un rapport au chef, c'est bien de la synchronisation entre les équipiers. Et puis, le chef qui arrive une fois de temps en temps pour dire, en fait, où est-ce que vous en êtes? Non, non, nous, on se synchronise entre nous. Pour se synchroniser, il faut déjà que toi, chef, tu sois au courant de ce qui se passe. Voilà. Donc, tu viendras voir le tableau le tableau d'information régulièrement, etc. Donc, on se met dans une dynamique positive pour accompagner la transformation. Le fameux MVP, mon Dieu, le fameux MVP. Alors, tout d'abord, c'est pas un produit. Ensuite, c'est pas un produit minimum, puisque minimum est un mot, un substantif. Donc, au mieux, ce serait minimal qu'il faudrait utiliser. Et puis, surtout, ce qu'on cherche à faire, c'est pas à construire un produit, mais à vérifier une hypothèse. Et donc, on cherche à vérifier la viabilité d'une hypothèse par ce développement, ce produit, voir ce dessin sur un bout de papier. Donc, ce que l'on est en train de chercher à faire, c'est à construire un artefact minimal, le plus petit possible, qui permette de valider une hypothèse de viabilité. Donc, la traduction que moi je proposerais, c'est plutôt d'avoir quelque chose comme artefact minimal pour la viabilité. Le burn-out, le burn-up et puis les burn-out charts, etc., qui ne sont pas traduits, sachez que vous n'êtes pas les premiers à avoir travaillé sur le sujet. Je suis désolé de vous le rappeler, mais on a tous eu des antécédents. Et dans le monde industriel, le fameux burn-up chart existe et ça s'appelle un tensionneur de flux parce que, comme par hasard, il montre la tension que vous avez, la tension en deux mots, sur le flux de production. Donc, on est vraiment dans le monde industriel. Donc, pourquoi réinventer la roue? Il y a déjà des gens qui ont effectivement donné des termes ou des traductions en français à ces termes anglais qui sont totalement incompréhensibles en non-anglophones, probablement d'ailleurs aussi à la plupart des anglophones, utiliser les termes français directement. Le fameux time to market, ça existe aussi en français, ça s'appelle le délai de commercialisation. Alors, bien sûr, tout ça, c'est pas facile dans un monde où on entend régulièrement par peut-être un interlocuteur l'utilisation de termes anglophones, là où les termes français sont possibles. Alors, je vous donne quelques sites sur lesquels vous pouvez l'utiliser avec votre navigateur qui vous donneront un petit peu d'aide pour trouver les bons termes. Là, en l'occurrence, je vous donne le culture.move.fr. Vous trouverez par exemple sur ce site un document qui donne le vocabulaire de la mode en français, hein, écrit par les professionnels de la profession, comme on dit. J'aime beaucoup aussi le site France Terme et le site ATILF qui donne vraiment beaucoup de traductions, mais pas simplement dans le domaine informatique. Vous trouverez bien sûr aussi au Canada, Québec plus précisément, beaucoup de documents autour des textes, des termes à utiliser en français. Et puis, vous pouvez aussi vous référer aux normes et standards qui sont traduits en français. Alors, je sais que ce n'est pas une lecture nécessairement très agréable, mais parfois on apprend des choses. Par exemple, j'ai appris il y a peu que precision en anglais, c'est traduisé en fait par fidélité. La précision en français indiquant simplement que le nombre de chiffres après la virgule. Donc, lorsque vous traduisez precision par précision, c'est une erreur. Ça n'est pas du tout le sens d'origine dans la norme qui concerne la métrologie. Le VIM, c'est le vocabulaire international de la métrologie. Et puis, je vous avais promis pour terminer que l'on regarde un petit peu ce terme Jidoka en japonais. Donc, vous avez en fait ici la signification, je vous la rappelle, c'est l'automatisation avec une touche humaine. Vous avez en fait deux écritures possibles du terme homophone Jidoka. Le premier à gauche qui signifie directement automatisation et qui utilise au milieu un caractère kanji qui veut dire bouger, mouvement, changement, fusion. Et dans le deuxième mot, Jidoka, qui se prend donc de la même façon, vous avez une petite différence sur le deuxième caractère, à savoir que vous avez un radical
qui est représenté par les deux petits traits de gauche sur ce radical, et qui en fait représente l'homme, hein, la personne de manière générale, et qui signifie travailler. Et donc, les Japonais, donc en l'occurrence Taichi Ono, a inventé le Jidoka et a également créé le nouveau mot avec le nouveau kanji qui se trouve au milieu. Et bah, tous les nippophones, tous les gens qui utilisent le japonais, voient directement, graphiquement, effectivement, la signification. Donc, il y a un véritable jeu de mots sur cette expression. Alors, comment est-ce qu'on peut le traduire? Bah, si vous regardez les Anglais, ils ont trouvé de façon tout à fait intéressante de le traduire, ça en utilisant ce qu'on appelle des mots valises, en combinant en fait à la fois la notion d'autonome, autonomous, donc la personne est autonome, et la notion d'automatisation, qui en anglais se dit automation. Donc quand vous regroupez automation, vous avez un mot valise qui représente effectivement cette automatisation avec une touche humaine. Et les francophones, se font pas casser la tête, pour être polis. Ils sont simplement dit, bah tiens, les Anglais disent automation, bah donc on va dire automation. Sauf que on a complètement perdu dans cette copie par calque le jeu de mots initial, puisque en français, automation se dit automatisation. Et ça n'a pas de sens, de dire automation, ça ne veut strictement rien dire, ça ne rappelle rien dans nos mêmes francophones de parler d'automation. Donc moi, je propose de traduire en fait en utilisant le même mécanisme que celui qui est proposé par la traduction anglaise, c'est-à-dire celui du mot valise, de traduire Jidoka par autonomatisation, qui reprend tout à fait le terme d'autonomie et d'automatisation. Voilà comment est-ce qu'on peut aussi créer des néologismes qui font sens à la fois par rapport à une technique qui vient d'un pays X, en l'occurrence les États-Unis, et dont le mot d'origine vient d'un pays grec, en l'occurrence le Japon. Donc en conclusion, je ne suis pas en train de dire que vous avez des langues qui sont supérieures à d'autres langues et qu'il faut absolument les utiliser. Au contraire, je pense que toutes les langues se valent linguistiquement, mais comme le disait Philippe Bourdieu, elles ne se valent pas socialement. En fait, certaines langues ont un certain pouvoir, et pour certaines personnes, sans doute que jeter des mots dans une langue comme l'anglais, assez recueillir également une part du pouvoir de la philosophie anglo-saxonne aujourd'hui, malheureusement, ce profit qui est utilisé mal à propos, comme on pourrait dire, devrait être extrêmement limité. Il existe tout à fait possibilité de parler avec des mots français qui sont compréhensibles par les francophones, par vos interlocuteurs, et qui vont éviter de prendre une barrière, de créer une barrière vis-à-vis de vos interlocuteurs. Donc, la traduction informative doit permettre de faciliter cette meilleure compréhension du sens d'origine. On évite tout ce qui est hermétisme, contresens, etc. Vous pouvez également utiliser cette traduction informatique pour vous opposer à la documentation, à la domination culturelle qui vous est soit imposée, subie, voire parfois acceptée et pire désirée pour certains. Il se trouve que la démarche libre est particulièrement un bon domaine de cette utilisation d'une langue dominante, mais elle est la source de rejet. Je suis désolé de parler de un épique, mais certains là, non, une épopée. Alors, épique en français est un adjectif. Alors c'est aussi ridicule épopée que épique, hein. Donc épopée en français que épique en anglais. Si vous pouvez ne pas l'utiliser, ne l'utilisez pas. Par contre, pour itération, oui, parlez plutôt d'itération plutôt que de sprint. Vous verrez, les équipes de développement seront beaucoup plus à l'aise avec vous lorsque vous parlerez d'itération plutôt que de faire une suite de sprint. Parler de manette plutôt que de backlog, etc. Donc, le procédé qui est utilisé par le PMI comme par Sage, c'est d'abord de faire une traduction par des traducteurs officiels à partir d'un glossaire qui est déterminé par les spécialistes du domaine. Puis cette traduction officielle par les professionnels est revue par les fameux spécialistes du domaine, et ce qui nous amène jusqu'au document final que vous avez ensuite entre vos mains. Je vous avais également proposé de me faire une petite bibliographie. Alors, j'en ai cité quelques ouvrages, hein, il y en a beaucoup d'autres sur
sur le sujet. D'abord, 2 ouvrages sur l'utilisation, enfin, ou la destruction de la langue française de manière générale par l'utilisation incongrue et inutile de termes anglophones la plupart du temps. Ensuite, vous avez 2 ouvrages plus, on va dire, universitaires, l'analyse du discours comme méthode de traduction et un ouvrage dans la collection Que sais-je, qui porte bien son nom, La traduction. Et ensuite, je vous propose également des ouvrages, donc entre autres celui de Victor Klemperer, écrit en 1946, qui montre comment l'utilisation de la langue a permis de pénétrer l'inconscient des Allemands pour leur faire accepter ce qui aurait été inacceptable si les mots véritables avaient été utilisés au départ. L'ouvrage de Laurence Aubry et Béatrice Turpin explique plus précisément ce livre de Victor Klemperer. Et enfin, un ouvrage, enfin un magazine, oui, publié en décembre 2022, donc il y a simplement 3 mois, par Le Monde diplomatique, sur le pouvoir des langues, comme quoi il s'agit véritablement d'un sujet important encore aujourd'hui. Donc, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie de votre écoute et je suis maintenant à l'écoute de vos questions. Merci Laurent, nous allons passer aux questions. Ton QR code, est-ce que tu as le QR code? Non, je n'ai pas de QR code, en fait. Alors, je vais mettre dans la discussion. Alors, si tu veux le lire, Là, voilà, tu l'as. Voilà, parfait. d'accord. Merci Laurent. Alors, on va passer aux questions. Première question de Pascal. Bonjour, vous faites donc dans les traductions faire systématiquement une première passe de spécialiste de la langue et ensuite de faire entre experts du sujet une revue. Tout à fait. Et on a en fait un avantage énorme en faisant cette démarche. C'est d'abord de simplifier le travail des bénévoles qui arrivent en fin de traduction, hein, puisque les bénévoles comprennent que c'est vraiment un travail qui est très lourd de faire une bonne traduction. Le fait d'avoir cette première passe par des professionnels de la traduction, ça va nous permettre d'avoir un premier grand cadre du texte final. Par contre, il est absolument nécessaire d'avoir une relecture par des spécialistes du domaine pour s'assurer qu'on n'a pas de contresens, on n'a pas d'utilisation d'une terminologie qui ne correspond pas à ce qui est pratiqué par l'état de l'art. Et donc, on a 2 façons différentes de le faire entre le PMI et le consortium SAFE. Alors, je parlais ici, je vous ai montré des images du PMI, mais j'ai également l'équivalent du côté SAFE. Dans le PMI, on a des sessions regroupées dans le temps sur 4 jours. C'est quelque chose qui est effectivement intellectuellement intensif. Hein. Au bout de la 4e journée, on est vraiment très fatigué. Par contre, chez SAFE, ils ont choisi d'avoir des réunions hebdomadaires de 2 heures. Voilà, donc c'est beaucoup plus ponctuel. C'est pas nécessairement très agréable de travailler de cette façon-là parce que vous n'avez pas évidemment la possibilité d'être présent à toutes les sessions. Vous avez des obligations professionnelles de temps en temps qui vous empêchent de participer à ces réunions. Donc, vous raccrochez à des choses qui ont été faites précédemment. Alors, personnellement, c'est la démarche du PMI qui consiste vraiment à regrouper toutes les personnes pendant 4 jours, éventuellement plusieurs fois d'ailleurs, plusieurs sessions, me paraît beaucoup plus efficace que celle employée par SAFE. La question de Didier, quelle serait l'approche la plus optimale selon vous, surtout pour un formateur ou un enseignant, garder les termes tels quels ou bien essayer de les traduire? Alors, le plus simple, c'est en fait de regarder les propositions des traducteurs, hein, donc ce qu'on a fait par l'intermédiaire du PMI. Donc, si vous faites une formation du PMI, vous avez éventuellement un support en anglais. Si vous avez un support en français, le support en français va utiliser les traductions qui ont été proposées par nous, de voir en quoi elles correspondent. Maintenant, à nouveau, on n'est pas dans l'obligation. Ce qu'on veut faire par cette traduction, c'est d'abord et avant tout de faire des propositions, hein, de permettre aux gens tout simplement de parler, d'utiliser une terminologie française qui va éviter de construire cette barrière vis-à-vis des stagiaires ou des équipes que vous allez voir. Maintenant, si vous voulez utiliser d'autres termes, il n'y a pas de souci, hein, vous êtes parfaitement légitime pour le faire. Assumez-en simplement les conséquences.
Pour terminer notre présentation, un grand merci à Laurent pour ce retour d'expérience très intéressant et instructif. Donc, toutes les questions que vous avez posées, auxquelles Laurent a répondu ou non, seront transmises à Laurent pour qu'il puisse vous apporter une réponse s'il le souhaite. Eh bien, je vous remercie pour votre participation et bien, prochaine séance cet après-midi. Merci.